Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux ce soir pour écouter notre invitée exceptionnelle, Ariane Lavrieux, une journaliste française qui a connu quelques déboires, on va dire, avec son gouvernement. Elle va vous expliquer tout ça en détail, en long et en large. Cette conférence débat est en fait la 3e édition des rendez-vous d'Impact. Impact, c'est la cellule d'investigation des étudiants en journalisme de l'ULG, enfin de l'ULiège comme on dit maintenant. Cette soirée va être en fait animée par un étudiant de Master 2, Julien Beauvois, ici présent, qui a gentiment accepté de se prêter au jeu. Et donc, dans un premier temps, Ariane va un petit peu se présenter, expliquer ce qui lui est arrivé, parce que c'est vraiment hors du commun. Puis dans un deuxième temps, une conversation plus ou moins naturelle va s'engager avec Julien. Et lorsque vous souhaitez poser une question, n'hésitez pas à lever le bras, on vous passera le micro. Voilà. Je tenais aussi à remercier le rectorat qui nous a aidés financièrement pour organiser cette conférence. Et je devais aussi vous dire que demain aura lieu, on profite de la venue d'Ariane ici en Belgique, pour organiser une table ronde sur la question des poursuites bâillons, les slaps en anglais. Donc, toutes ces poursuites stratégiques visant à faire taire les chiens de garde de la démocratie, que sont les journalistes, les militants des droits de l'homme, les intellectuels, etc. Et ça aura lieu demain à la Grand Poste de 10h à 12h30. Il reste quelques places dans le public. Donc si vous êtes intéressé par cette problématique des poursuites bâillons, signalez-vous auprès de moi et je vous mettrai sur la liste des invités pour le public. Voilà, j'en ai assez dit, je cède la parole à Julia. Donc, merci beaucoup d'être venu. Je me suis plus que gentiment prêté à l'exercice. C'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous. Vous faites partie des journalistes que je suis, dont j'ai suivi le travail et lu assidûment le travail. Donc, je suis vraiment très content de pouvoir discuter avec vous ce soir. Ariane Lavrieux, vous êtes journaliste d'investigation indépendante française, qui est spécialisée sur le Moyen-Orient et plus particulièrement l'Égypte. Vous avez été correspondante pour plusieurs médias, dont en France Le Point, Europe 21, mais aussi de la Libre Belgique. Donc les médias belges ne vous sont pas totalement inconnus. Vous êtes aussi secrétaire générale et fondatrice du collectif Prenons la Une. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, même si ce n'est pas le sujet central de ce soir, qui vise à promouvoir la place des femmes dans les médias. Et donc en 2021, et c'est pour ça qu'on est là ce soir, vous révélez dans le média d'investigation en ligne Disclose l'opération Sirli. Alors est-ce que vous pouvez nous dire déjà quelques mots de ce média et de cette opération ? Bonjour, merci d'être venu pour échanger sur ce sujet. Déjà peut-être juste deux mots peut-être de précision sur ma présentation, parce que les choses ont évolué ces dernières semaines, tu ne pouvais pas savoir, mais j'ai rendu ma casquette de secrétaire générale de Prenons la Une. Je reste membre, mais je suis effectivement une des fondatrices de cette association qui a eu une branche en Belgique, à l'université à l'IEX de Bruxelles, où l'idée c'est pas seulement de promouvoir les femmes, mais de défendre l'égalité dans les médias, de lutter contre les discriminations à la fois dans les rédactions, mais aussi d'avoir des productions journalistiques, des reportages qui ne soient plus biaisés et qui soient plus professionnels. Et voilà. Donc c'est une association qui joue sur ces deux tableaux-là. Et donc l'autre pan aussi, c'est que je suis désormais journaliste à temps plein pour Disclose. J'ai été effectivement pendant près de 6 ans journaliste indépendante et notamment correspondante en Égypte pendant 5 ans pour la Libre Belgique, entre autres, et des médias suisses, français, canadiens aussi. Et là aujourd'hui, je suis rédactrice en chef adjointe du média Disclose. Donc peut-être juste en 2 mots dire, parce que je fais toujours un petit sondage avant de me lancer pour savoir qui connaît Disclose. Vous rassurez-vous, il n'y a rien à perdre ou à gagner, mais c'est juste pour moi savoir, c'est un média qui existe depuis finalement assez peu de temps. Donc est-ce que vous pouvez me dire, en lever en la main, qui sait ce que c'est, qui connaît, qui a déjà entendu parler de Disclose ?
Ok, 3, 4, une petite dizaine. Ok, c'est pas, on est dans la moyenne basse, on va dire. Mais du coup, je suis très contente d'être là pour pouvoir en parler un peu plus en détail. J'ai demandé à David aussi de vous distribuer quelques flyers où vous aurez le lien de l'enquête dont je vais vous parler, l'opération CIRLI. Et si vous voulez recevoir les newsletters aussi de Disclose, vous pouvez mettre votre email. Tout ça est gratuit. En fait, Disclose, c'est un média d'investigation en ligne, en accès libre. On s'est bâti, donc c'était en 2018 la première enquête sur les ventes d'armes de la France pour être utilisées contre les civils au Yémen, donc des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. C'était la grosse première enquête. Et ensuite, il y a eu un certain nombre d'enquêtes à la fois sur des crimes, des grandes entreprises, des crimes environnementaux, de Lactalis, les géants du lait, d'ArcelorMittal, géant de l'acier. On a fait récemment sur Decathlon également. On a également enquêté sur les violences sexuelles. Donc notre leitmotiv, c'est d'enquêter sur les pouvoirs. Pas sur des personnes en particulier, pas sur un élu ou une élue, mais ça va être une grande entreprise ou des contrats d'armement ou voilà, un système qu'on essaye de démonter. Et Disclose, c'est à la fois un média, mais c'est aussi une ONG pour l'accès à l'information. Donc ça veut dire que parfois on va en justice pour demander l'accès aux documents, notamment par exemple sur les ventes d'armes. On fait des outils aussi à destination des citoyens, de n'importe qui, des associations, pour pouvoir accéder à des informations qui sont dissimulées sur le web. Et là, en même temps, ce soir-là, en France, à Paris, on fait le lancement de Disclose Data, par exemple, qui va être une nouvelle plateforme où, peut-être pour vous, ça a moins d'intérêt parce que c'est vraiment sur la France, mais ça va être tous les documents de l'autorité environnementale. Donc, dès qu'il y a un projet de pont, d'usine qui se monte en France, il y a l'autorité environnementale qui fait un rapport. Et on a tout rassemblé sur un seul site. Aujourd'hui, c'était éparpillé sur plein de sites d'administration française. Donc c'est aussi ça notre travail, c'est de redonner aussi du pouvoir aux lecteurs et aux lectrices, de pouvoir ensuite elles-mêmes d'initier des enquêtes. Voilà, donc j'en viens à ta question, ta première question sur l'opération CIRLI. Donc ça, c'est une enquête effectivement à laquelle j'ai participé en 2021, fin 2021. C'est une enquête collective. On était 5 journalistes à enquêter ensemble là-dessus. Disclose, un jour, reçoit des centaines de documents confidentiels. C'est la plus grande fuite de documents confidentiels défense de l'histoire du journalisme français. Et avec ces documents-là, donc il les étudie en long, en large, en travers, et puis ils se rendent compte que ces documents ne sont pas juste confidentiels des défenses, et donc un peu sulfureux, mais ils révèlent une opération secrète de l'armée française, dont l'armée française, le président, à l'époque François Hollande, n'a jamais parlé, qui consiste pour la France à envoyer des soldats, une dizaine de soldats en Égypte, à fournir gratuitement un avion. Et tout ce monde-là va être employé pour surveiller le désert égyptien et, en principe, pour aider l'Égypte à lutter contre le terrorisme. Dans les faits, ça va totalement déraper. Et très rapidement, dès les premières semaines, dès les premiers mois, ces hommes-là, cet avion-là va être utilisé pour surveiller le trafic, la contrebande qui circule entre les deux pays. Et l'Égypte va utiliser les informations pour bombarder les contrebandiers soupçonnés qui traversent la frontière. Autrement dit, des civils. Dans le tas, ils vont tuer également des ouvriers qui sont sur des chantiers dans le désert. Et donc, ça va donner lieu à des centaines, voire potentiellement des milliers d'exécutions arbitraires, dont la France s'est rendue complice en fournissant ce renseignement. Les militaires s'en rendent compte assez rapidement, les militaires français s'en rendent compte assez rapidement, ils l'écrivent dans les rapports. Ça remonte à la hiérarchie, mais rien ne bouge. Les rapports s'accumulent, mais François Hollande poursuit la mission. Emmanuel Macron
poursuit la mission. Vous avez peut-être vu qu'il était, le président français était en Égypte cette semaine au Caire et a multiplié les embrassades avec le dictateur Abdel Fattah el-Sisi. Et il est possible que cette opération continue encore à l'heure actuelle, parce que l'idée de la France, c'est de choyer, de ne pas refuser les demandes de services de l'Égypte, parce que c'est un partenaire essentiel de l'armement français. C'est un des meilleurs clients de l'armement français. À l'époque, moi, en 2016-2017, quand j'étais correspondante, c'était mes premières années de ma correspondance en Égypte, ça devient le client number one de la France. C'est le premier qui achète des Rafales, donc la fierté française, la fierté de l'armement française. Et à partir de là se noue une relation très dense de contrats d'armement. Ça amène à ma première question. Vous l'avez évoqué, Emmanuel Macron était en Égypte lundi. Nous, la cellule d'investigation de l'ULIEG s'appelle Impact. Quel a été l'impact finalement de vos enquêtes sur les relations franco-égyptiennes ? Dans les mois qui ont suivi, ça a un peu refroidi les relations. De ce qu'ont rapporté des reporters, des journalistes. Le ministère de l'Armée française a déclenché une enquête interne. Le ministre Jean-Yves Le Drian de l'époque a dit que l'enquête disclose lui faisait se poser des questions. C'était bien parce que c'était lui qui avait signé tous les papiers depuis le début. Donc on était content qu'il arrive à une forme d'auto-analyse, mais c'est pas aller plus loin que ça, parce qu'en fait l'enquête interne a été conclue au bout de 3 mois, classée secret défense. Elle a conclu que tout allait bien, mais le public, les parlementaires n'ont jamais eu accès à ce rapport. Même il y a des députés en France, je ne sais pas si c'est le cas en Belgique, mais qui sont habilités secret défense et qui ont le droit d'avoir accès à certaines informations pour contrôler le renseignement, en théorie. Et même ces députés-là, on leur a dit, c'est pas votre business. Les affaires étrangères de la France, c'est pas dans votre périmètre. Donc il y a une omerta totale sur cette affaire. Des députés ont demandé des comptes, mais voilà, il y a eu une réaction institutionnelle de l'opposition, des ONG, mais concrètement, je ne vais pas vous mentir, parce que l'opération n'a pas été arrêtée. Peut-être qu'elle a été modifiée et peut-être que des mesures ou des contrôles ont été mis en interne. Je ne sais pas. Là, j'ai vu justement que lundi, Emmanuel Macron et Abdel Fattah el-Sisi avaient signé un partenariat stratégique. Donc un document qui dit ouais, c'est super, on est super alliés, quoi. Mais ça n'existait pas avant. Il n'y avait pas de document qui liait les deux pays. C'était une collaboration clandestine sur l'affaire. Non, c'était pas clandestine parce qu'il y avait des relations. Les ventes d'armes, c'était tout ça était public. Mais aujourd'hui, il y a un document cadre qui encadre ou facilite ce partenariat stratégique. Bon, je ne sais pas si on peut parler d'impact, de conséquences de l'enquête. En tout cas, ça a eu un impact négatif aussi, violent sur le média et sur moi-même, parce que le ministère des Armées ne s'est pas contenté de déclencher une enquête interne, il a aussi déposé plainte. Non pas contre le média, il était fin, mais contre X. C'est-à-dire qu'il a déposé plainte pour fuite, compromission du secret de la défense nationale. Violation du secret de la défense nationale. Voilà, exactement. Et en gros, l'idée, c'était de demander à la justice d'identifier les sources, de savoir qui avait fourni les documents, les informations à disclose, mais pas du tout d'essayer de contrecarrer, de savoir ce qui s'est passé et puis de rectifier le tir, si je puis dire. Et donc la justice a pris très au sérieux cette plainte. Une juge d'instruction a été missionnée, et pas n'importe quel juge d'instruction, une juge d'instruction du parquet national antiterroriste en France. Donc
le parquet qui est chargé, enfin du pôle, pas du parquet, mais du pôle antiterroriste, donc qui est chargé d'enquêter et d'enquêter sur toutes les affaires antiterroristes. C'est un pôle vraiment spécialisé qui est habilité au tribunal de Paris. Et pendant des mois, pendant plus de 6 mois, elle m'a placée sous surveillance. Elle plaçait sous surveillance le média et moi-même. Donc j'ai été espionnée par des agents de la DGSI qui m'ont suivi dans la rue à la sortie de Disclose. Donc, les services de sécurité intérieure. Oui, pardon. DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Je ne sais pas quel est l'acronyme en Belgique. La Sûreté de l'État. Ouais. Sûreté de l'État. C'est le même mot en Égypte même. On est finalement assez... on a des inspirations fortes. Mais, donc voilà, ces agents de la DGSI m'ont suivi, ils ont géolocalisé mon téléphone. Vous savez sans doute que c'est très facile de géolocaliser un téléphone avec les opérateurs. On peut savoir en temps réel où vous êtes. Pas besoin de grands moyens technologiques. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont épluché mes comptes bancaires, mes transports. Ils ont appelé toutes les compagnies aériennes pour savoir où j'avais voyagé depuis 2020. La compagnie, la SNCF, etc. Voilà, l'objectif, c'était de savoir qu'est-ce que je faisais de mes week-ends, mais aussi de savoir qui était mon entourage, où j'allais, qu'est-ce que je faisais, qui je rencontrais dans le cadre de mon travail et ailleurs. Et voilà, pendant ce temps-là, quand même, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a des ONG, 2 ONG américaines qui ont déposé plainte pour complicité de crimes contre l'humanité devant un tribunal en France. Ça a été rejeté par 2 fois. Et du coup, ils sont allés à la Cour européenne des droits de l'homme. Et là, la plainte est en train d'être étudiée. Elle n'a pas été rejetée d'office. Donc, et la Cour européenne a demandé, il y a quelques mois, à la France, au gouvernement français, de s'expliquer sur sa responsabilité dans l'opération. Donc, il y a encore cette possibilité juridique de recours en cours. Sur cette partie, quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez espionné par la DGSI? Eh bien, ça s'est passé en 2 temps. Donc, j'ai été perquisitionnée et placée en garde à vue en septembre, le 19 et 20 septembre 2023. Donc, à l'issue de cet espionnage, ils ont débarqué chez moi, je vis à Marseille. Et donc là, ils ont perquisitionné tous mes ordinateurs, téléphones, etc. Et sur le PV, le procès-verbal de perquisition, j'ai vu que j'avais 6 agents qui avaient été déployés pour ma surveillance. Voilà, j'avais leur nom de code, j'avais pas leur petit nom, mais j'avais leur nom de code. Et donc voilà, j'ai su ça, mais je ne savais pas dans le détail en quoi consistait cette surveillance. Et le détail de cette surveillance, on l'a appris avec Disclose en novembre dernier, quand j'ai eu accès au dossier d'instruction. Parce qu'en France, tant que vous n'êtes pas mis en examen, vous n'avez pas accès à la procédure dont vous êtes la cible. Donc vous êtes soupçonné de crime ou d'un délit, mais vous ne pouvez pas savoir ce que fait la justice, quels moyens sont déployés. Il faut que vous soyez convoqué par un juge pour avoir accès. Donc là, j'ai eu accès parce que la juge voulait me mettre en examen. Et donc m'avait convoqué et j'ai eu accès à toutes ces pièces. Et là, j'ai vu un dossier de 800 pages avec tous mes comptes bancaires sur les 4 dernières années et donc toutes ces histoires de géolocalisation. Et puis j'ai été auditionnée donc, le 17 janvier dernier au tribunal de Paris par 2 juges d'instruction, toujours antiterroristes. Et là, finalement, coup de théâtre, elle décide de ne pas me mettre en examen et de me placer sous le statut de témoin assisté. Voilà. Donc, fin heureuse, entre guillemets. Oui, pour le moment, disons que c'est pas la fin de la bataille, mais c'est une victoire. C'est une première étape importante. Ça veut dire que je ne serai pas jugée. Donc je risquais quand même 5 ans de prison et 75 000 € d'amende pour avoir fait globalement mon travail. C'est un petit peu cher payé. Et donc du coup, la juge a décidé qu'il n'y avait pas d'indices suffisamment graves et concordants qui permettaient de m'accuser
d'avoir accaparé un secret de la défense nationale. Et elle a ajouté, et ça c'est assez inédit, elle a ajouté « Je ne vous mets pas en examen parce que, en raison de l'intérêt public de l'enquête publiée par Disclose ». Donc pour nous, c'est une forme de désaveu de la justice vis-à-vis du ministère des Armées, qui, un, n'aurait jamais dû classer secret défense cette opération, et deux, encore moins déposer plainte et mettre en branle toute cette procédure, puisque si c'est d'intérêt public, il n'y a pas lieu d'invoquer le secret défense pour poursuivre une journaliste et les sources d'un média. Oui, c'est ça, je dis Victoire de façon un petit peu ironique, parce que ça crée pas mal de précédents sur ce qui s'est passé. Vous l'avez dit, vous avez été perquisitionné, donc les forces de l'État ont saisi les notes d'un journaliste, ses clés USB, en essayant de rechercher qui étaient les sources. Et je ne sais plus où ça en est sur ce pan de l'enquête, mais je sais qu'un militaire qui était soupçonné d'être votre source a été mis en examen. Donc on va vraiment assez loin. Oui, pour le moment, la suite logique de ma non mise en examen, ce serait la clôture de l'enquête, un non-lieu, et voilà, la relaxe de tout le monde. Je ne sais pas si c'est ce qui va se passer. Bon, j'ai bon espoir que ce soit l'issue, et c'est ce que demandent en tout cas toutes les organisations, Reporters sans frontières. Cette procédure n'aurait pas dû avoir lieu, et les moyens déployés de l'antiterrorisme, en fait le dévoiement de la lutte antiterroriste contre un média, une journaliste, n'aurait pas dû avoir lieu et était totalement disproportionné. Malheureusement, ce n'est pas inédit. Cette affaire, c'est vrai qu'elle a eu un écho important dans les médias français et même internationaux, mais elle n'est pas inédite en France. Avant moi, il y a eu 32 journalistes français qui ont été convoqués par les services de renseignement. Et donc ils n'ont pas été tous perquisitionnés. Certains ont été perquisitionnés, mais la plupart c'était simplement des convocations. Et une année juste avant moi, il y a un journaliste, Alex Jordanov, qui a fait un livre qui s'appelle « Les guerres secrètes de la DGSI ». Sur, en gros, pour le coup, les tops et les flops de la lutte antiterroriste. Et ce journaliste, lui, a été perquisitionné, placé en garde à vue, il me semble, 3 jours. Et aujourd'hui, il est mis en examen et il sera jugé à l'automne prochain. Et donc, lui risque réellement 5 ans de prison, 75 000 € d'amende. Et lui, plusieurs personnes sont considérées comme étant des sources aussi par la justice et vont être en même temps jugées. Donc là, pour le coup, lui son affaire crée un précédent, et d'ailleurs on partage la même juge du pôle antiterroriste. Est-ce que, de fait, on pourrait dire que c'est plus risqué aujourd'hui de révéler ces secrets d'État qui sont d'intérêt public, on l'a dit, et qui devraient être donc connus de tous et pas classés secret défense, que peut-être à une époque, je pense dans les années 80-90, l'affaire du Rainbow Warrior qui a été révélée par Le Monde, qui est aussi un secret de l'État et qui ont peut-être eu moins de complications derrière qu'aujourd'hui. Il y a quand même une obsession française d'espionner les journalistes. Et par exemple, sur l'affaire du Rainbow Warrior, qui a été révélé par Edoui Plenel au Monde, il a été mis sur écoute. Donc à l'époque, le président, c'était François Mitterrand. Donc il y a eu, encore une fois, un détournement des services de l'État pour écouter des journalistes. Il y a eu des journalistes dans d'autres affaires, des journalistes du Canard enchaîné également, qui ont été écoutés. Là, ils avaient carrément placé des micros dans le faux plafond. Voilà. En se faisant passer, je ne sais plus, pour des agents d'EDF ou je ne sais plus exactement, mais enfin, oui, c'est ça. Enfin bon, des histoires dans la France à le secret, mais et donc il y a quand même un problème
de l'exécutif en France, une hypersensibilité de l'exécutif français vis-à-vis de la presse, et quand elle sort de son rang, et quand elle ne se contente plus de mettre en scène des communiqués de presse ou des déjeuners off politiques, et que tout d'un coup, elle sort des informations, des documents qui mettent à mal la version officielle, quoi. Et donc, Edoui Pellemel n'a pas été perquisitionné, mais enfin, il a subi cet espionnage qui a été très violent. Ils ont utilisé des affaires, des affaires personnelles, sa vie privée pour lui nuire. Et donc, je ne sais pas qu'est-ce qui est pire ou pas pire. Je sais que le ministère de l'Intérieur a milité aussi pour pouvoir utiliser des logiciels espions contre les journalistes au niveau de l'Union européenne. Il a expliqué dans une note, on en a eu besoin, on en a besoin parce qu'on a eu besoin de suivre 2 journalistes dans des affaires antiterroristes. Voilà, donc laissez-nous faire, quoi. Donc il y a une forme de tranquillité dans l'appareil d'État français sur le fait de surveiller de près ce que font des journalistes qui ne sont pas dans le rang. Oui, je repense au discours d'Emmanuel Macron, je crois que c'était en 2017, à la Maison de l'Amérique latine, qui aussi définissait, pour lui, en tant que président de la République, les journalistes devraient simplement se contenter de recopier des communiqués de presse et tout cet aspect de contre-pouvoir, on l'a dit, de chien de garde de la démocratie, c'est quelque chose qui n'a pas l'air d'être dans la culture d'État française. Oui, je crois qu'il avait dit il y a une presse qui ne cherche pas la vérité. Et en fait, cette déclaration, qui paraît un peu anonyme, donnée sous le coup de l'émotion, etc., en fait, elle a servi de feu vert à toutes les autorités, à toutes les forces de l'ordre, pour dire en fait, le chef, le président, le chef suprême, nous dit que c'est OK et que c'est même recommandé de s'en prendre à des journalistes quand on estime qu'ils ont franchi une ligne rouge. Et donc, il y a eu tout un tas de commissariats qui se sont mis à convoquer des journalistes parce qu'ils publiaient des enquêtes sur des violences policières, parce qu'ils faisaient une enquête sur des migrants à la frontière. Il y a une équipe suisse de la RTS, comme ça, qui a été violentée à la frontière avec l'Espagne, parce que la gendarmerie a considéré que c'était pas leur travail. Et donc ça a créé une permissivité, ce genre de déclaration, un blanc-seing pour les forces de l'ordre pour aller enquiquiner les journalistes et pour faire reculer la liberté de la presse, la liberté d'informer. Et donc en fait, tous les jours, il se passe des petits événements comme ça dont vous n'entendez pas parler en France, mais tous les jours, il y a, ou au moins toutes les semaines, il y a un journal local qui a un procès bâillon, une attaque en diffamation, un reporter indépendant qui se prend une contravention parce qu'il suit une manifestation d'écolo qui n'est pas tout à fait déclarée. Et il y a eu une multiplication des incidents en France de l'État ces dernières années qui est particulièrement inquiétante, à tel point que même dans le dernier rapport du Conseil de l'Europe, il y a eu un focus fait sur la France parce qu'il y a une dérive inquiétante en termes d'arrestation et d'utilisation des moyens régaliens contre l'exercice des journalistes, notamment en manifestation. Il y a eu beaucoup d'arrestations. C'est le pays qui a le plus arrêté de journalistes, le pays européen, qui a le plus arrêté de journalistes dans des manifestations. Donc ça dure quelques heures ou 1 ou 2 jours maximum, mais ça dit quelque chose d'une tension quand même et d'une frilosité des autorités, en tout cas d'un rapport de confrontation de force avec les journalistes. Et même d'un blanc-seing des forces de l'ordre. On a vu encore la semaine dernière des journalistes indépendants se faire enquiquiner par la police, se faire gazer par les forces de l'ordre en manifestation. Donc c'est vrai qu'à tous les niveaux de l'autorité, on sent
Bah oui, quelque chose qui se casse du statut de journaliste qui devrait être protégé par l'État. Oui, en fait, je ne sais pas si ça a accéléré. J'ai l'impression qu'en tout cas, quand même, dans les manifestations globalement sont devenues beaucoup plus violentes en France, de par l'attitude des forces de l'ordre, et ça touche aujourd'hui, y compris une profession qui était protégée, qui était censée être neutre, observatrice, qui sont les journalistes. Il y a quasiment plus de manifestations où il n'y a pas un journaliste qui a un problème avec ou une journaliste qui a un problème avec la police. L'année dernière, il y a une consoeur qui a été arrêtée pendant un jour et demi, placée en garde à vue. Elle filmait une manifestation, un rassemblement, quelques centaines de personnes qui dénonçaient les ventes d'armes à Israël. Elle a été placée en garde à vue pour ça. On lui a demandé de débloquer son téléphone, etc. Et elle a refusé. Voilà, tout ce petit type d'incidents s'accumulent. Et on vient de créer un observatoire en France, je ne sais pas si vous en avez un aussi en Belgique, mais qui s'appelle l'Observatoire français des atteintes à la liberté de la presse. Et son but, ça va être de mesurer tous ces petits phénomènes-là qui ne font pas la une, mais de rassembler et de dire « Ah bah oui, cette année, il y a eu 30 journalistes arrêtés, 15 ou 50 frappés, etc., du cyberharcèlement. » Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore assez conscience de la dégradation de la liberté de la presse en France. Et dégradation de la liberté de la presse par les autorités publiques, mais aussi par les pouvoirs privés. On a vu nombre d'attaques au tribunal, maintenant au tribunal de commerce parfois, pour concurrence déloyale. Ça arrivait à un journaliste d'ici, Frédéric Moret, qui a sorti un podcast qui s'est fait attaquer. Vous en parlerez demain, il sera là, je crois, à la table ronde. Ça peut être donc des attaques au prud'homme aussi, que Vincent Bolloré a fait contre Jean-Baptiste Rivoire, au nom du secret des affaires aussi, plusieurs fois. Et donc pour vous, on l'a dit, de violation du secret de la défense nationale, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de plaintes qui sont déposées pour de plus en plus de raisons qui ne tombaient pas avant sous le coup de cette censure. Oui, il y a une multiplicité de procès bâillons. Alors c'est vrai que nous, à Disclose, pour le moment, on est épargnés par la masse des procès bâillons qui touchent le reste de la presse. Par exemple, j'étais avec Street Press, qui est un média indépendant en ligne, aussi en accès libre en France, qui travaille beaucoup sur les violences policières ou les réfugiés, et qui a actuellement plus de 7 procès en cours, procès en diffamation, de policiers qui ont été accusés de violence ou de corruption, voilà. Et donc, en fait, le problème de ces procès, c'est que déjà, ça prend énormément d'argent parce qu'il faut payer les frais d'avocat, etc. Mais parfois, les personnes ne vont pas, elles se retirent juste avant l'audience. Et donc la procédure tombe. Et donc nous, on a passé un temps infini à travailler, à bosser, à préparer un mémoire en défense. Et en fait, tout s'effondre, toute cette procédure, c'était juste pour nous enquiquiner, pour ralentir notre travail, pour qu'on sorte moins d'enquêtes aussi. Et puis pour décourager d'autres personnes d'alimenter le média. Donc ça affaiblit tout le monde. Ça affaiblit le média et ça tarit en même temps les sources. Et effectivement, il y a eu cette loi scélérate sur le droit le secret des affaires, qui en théorie, ne devait pas s'attaquer aux journalistes, et ça devait être simplement pour préserver les secrets de fabrication des entreprises, éviter l'espionnage industriel, etc. Et en fait, des entreprises s'en sont servies, et notamment Patrick Drahi, le propriétaire de SFR, s'en est servi pour tenter de censurer un média, encore une fois un média indépendant, Reflet.info, l'a attaqué en justice, mais du coup, c'est pas allé devant le tribunal normal qui juge les affaires de presse d'habitude, c'est allé devant le tribunal de commerce, et le tribunal de commerce, c'est qui ? C'est des patrons. Et donc des patrons qui jugent une plainte de patron, tout d'un coup, ça prend un autre relief, et les questions de liberté de la presse, ils les connaissent un peu moins bien. Et donc, du coup, ils ont donné raison à
à l'entreprise, et le tribunal de commerce a dit vous n'avez plus le droit de publier d'autres enquêtes. Donc vous avez publié cette enquête-là, mais maintenant ça suffit. Bon, ça a été cassé en appel, parce que ça a créé aussi un émoi chez les journalistes, mais ça dit quelque chose du risque et de la brèche que ça a ouvert dans le droit de la presse, quoi. Est-ce que le statut soit de journaliste indépendant ou de média indépendant, entre guillemets, est dans ces cas-là plutôt un avantage, parce qu'on est peut-être plus libre aussi d'enquêter sur certains sujets ou d'une certaine façon, ou est-ce que ça peut aussi avoir des contraintes, notamment quand on est face à des procédures bâillons qui prennent du temps et de l'argent et qu'on a peut-être un peu moins quand on est seul? C'est vrai que nous, Disclose, on est une toute petite équipe, on est 6 salariés, et après quelques pigistes qui travaillent, une dizaine, 10-15 de pigistes qui collaborent sur des enquêtes. Donc c'est un média qui est à la fois faible en ressources financières, mais qui a cette agilité de pouvoir aller là où personne ne va oser aller, et en particulier des gros médias installés qui ont besoin de la publicité pour vivre, même s'ils font un journalisme le plus indépendant possible, ils ont leur survie et le fait qu'ils ont une masse salariale très importante, ils doivent faire attention. On est beaucoup plus libre aussi que évidemment que les chaînes qui sont détenues par des grands propriétaires de médias qui ont des intérêts explicites. Mais on va être plus libre aussi parfois que le service public qui fait face parfois, en particulier en ce moment, à des pressions. Donc on a cette agilité-là, quoi. Mais après, notre force dépend aussi du soutien et des partenariats qu'on va nouer avec les médias traditionnels. Et donc, Disclose, c'est pas du tout construit en opposition avec le reste du champ médiatique, mais au contraire, en partenariat. On fait à la fois des partenariats avec des micro-médias indépendants, Médiacité, donc c'est l'équivalent Mediapart, mais dans des villes, ou des grands médias, le Guardian, France Télévisions, et parce que l'idée, c'est que nos enquêtes soient disséminées dans le plus d'endroits possible, pour à la fois toucher le public, mais aussi les responsables. D'ailleurs, il me semble que les procédures contre vous ont commencé après la diffusion du complément d'enquête qui reprenait l'enquête avec vous. En fait, pour le coup, on a diffusé en même temps. Là, c'est le Edgy Papers, c'est vraiment l'exemple type d'une enquête qui a été menée en collaboration avec complément d'enquête. Donc, on a enquêté ensemble, on a tourné ensemble le documentaire et on l'a diffusé ensemble. On a diffusé le lundi les premiers papiers sur le site. Et complément d'enquête, c'était le jeudi. Donc il y avait juste 2-3 jours de décalage, mais parce que leur jour de diffusion, c'est le jeudi. Mais en général, quand on fait des partenariats, c'est quasiment le même jour de diffusion. L'enquête sur Ikea aussi, qui était diffusée par Arte. Pareil. Ikea, pareil, on a diffusé en même temps. La Decathlon, on l'a fait en partenariat avec Cache Investigation. Donc Decathlon, on a révélé que cette grande marque de sport se fournissait en Chine et chez des fournisseurs qui profitaient du travail forcé des Ouïghours ou de la main-d'œuvre exploitée et maltraitée au Bangladesh. Il y a un dernier sujet que j'aimerais aborder avant de passer peut-être aux questions de la salle. On l'a évoqué assez vite. Il y a aussi la question donc, du secret des sources et de la protection des sources qui est au cœur de ces procédures. On a pu croire à un moment en France que la situation des sources allait s'améliorer. Il me semble qu'il y avait une loi qui voulait protéger les sources, mais ce genre d'affaires montre que, au final, la situation ne s'est pas du tout améliorée. En fait, est-ce que ça pose un risque démocratique en fait majeur si ce secret des sources n'est plus respecté et non plus par la justice?
Ah bah oui, bah il y a plus de démocratie. En fait, si des gens peuvent pas contacter sans risquer d'être inquiétés par la police des médias ou des journalistes, bah du coup ils vont plus prendre ce risque-là et on n'aura plus que des communiqués de presse, de l'information, calibrée, soit de la communication embellie ou de la propagande. Donc c'est un des piliers de la liberté d'expression, de la démocratie, c'est ce que dit la Convention européenne des droits de l'homme, des droits humains. Et il y a une loi en France qui est inscrite dans la Constitution qui est censée garantir le secret des sources. Donc normalement, c'est une garantie constitutionnelle, sauf que une loi de 2010 est venue proposer des exceptions et dire on a le droit de porter atteinte à ce secret des sources, donc le fait que l'identité, l'anonymat des personnes soit protégé et qu'on n'ait pas à forcer un journaliste à révéler ses sources, il peut refuser ou elle peut refuser de donner ses sources. Et donc cette loi de 2010 qui était votée par proposée par Rachida Dati, l'actuel ministre de l'Information, nous dit en fait vous avez le droit de porter atteinte, un juge a le droit de porter atteinte au secret des sources si elle ou il estime qu'il y a un impératif prépondérant d'intérêt public. Voilà. Alors le législateur a été bien inspiré et n'a surtout pas précisé les contours de cet impératif prépondérant d'intérêt public, et donc on ne sait pas ce que c'est. Et donc en fait c'est un ou une juge qui, en son âme et conscience, va décider de ce qui est suffisamment grave pour pouvoir surveiller une journaliste, perquisitionner une journaliste, missionner la DGSI ou d'autres techniques. Lui piquer son ordinateur et récupérer toutes ces données. Et donc ça, c'est très grave. C'est en partie contraire à la loi européenne. Il devrait y avoir au moins un deuxième juge qui se porte garant, qui vérifie. Parce que là, dans mon affaire, c'est la juge qui mène l'enquête qui a décidé que c'était important de m'espionner. Mais du coup, elle est jugée partie dans cette affaire. Il n'y a pas de deuxième juge qui étudie la proportionnalité de cette mesure-là. Donc ça fait partie des réformes qu'on réclame avec une centaine d'organisations en France, dont Reporters sans frontières, de changer cette loi qui est ridicule pour une démocratie digne de ce nom et qui vraiment nous affaiblit tous en fait. Parce que donc, ce qui m'est arrivé, en fait, peut se répéter à l'infini tant que cette loi est encore en place. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, peut-être ? Bonjour, Frédéric. Je ne veux pas vous donner l'impression que je vais défendre votre gouvernement, que je ne porte pas spécialement dans mon cœur, mais j'essaye de faire une contradiction qui est de dire... Vous parlez du statut de journaliste qui ne confère pas en fait d'immunité personnelle et vous êtes dans le cas où il y a une atteinte éventuelle au secret défense. Moi, j'ai vécu 10 ans à Bruxelles dans les institutions, donc des agents de renseignement étrangers sous couverture journalistique ou des opérations d'influence qui consistent à donner de manière illégale des documents à des journalistes dans le but d'interférer dans des affaires d'État. C'est quand même monnaie courante et donc si on est dans le cas d'une enquête qui finira probablement par vous innocenter, est-ce que ça ne peut pas être considéré par moment comme étant légitime, strictement nécessaire et proportionné dans certains cas, notamment quand il y a des problèmes d'atteinte au secret défense, ce qui est une règle normale pour porter atteinte aux droits fondamentaux, comme le droit de la presse, comme le droit à la transparence et d'autres types de droits. Donc c'est la contradiction que je voulais essayer de vous apporter. Vous avez raison. Le secret défense, nous, on ne prône pas l'annihilation du secret défense, pas du tout. Les États ont besoin de secret défense, les forces de sécurité ont besoin, les forces de renseignement ont besoin de secret défense. Et d'ailleurs, nous, quand on a révélé les documents, il y a certaines informations qu'on a intentionnellement effacées à la connaissance du public. Par exemple, le nom des militaires
leur localisation précise, et parce qu'on ne souhaitait pas, et d'ailleurs cette charge a été retirée de l'enquête, cette accusation a été retirée, on ne souhaitait pas que des militaires puissent être identifiés et ensuite et que leur sécurité soit mise en danger en Égypte. Ce qui était important, ce qui était d'intérêt public, c'est pas que Robert Bidule soit au Caire de telle date à telle date, c'est que le ministre de la Défense ait signé ce papier-là, que le président François Hollande et son successeur aient continué la mission. Ce sont eux les responsables, et donc c'est eux qui ont à rendre des comptes. Et ça, ces informations sont d'intérêt public. Et en France, le secret défense n'est pas absolu, en tout cas au moins en théorie. Il y a une directive interministérielle de 2021 qui dit le secret défense ne doit pas être invoqué pour des motifs illégitimes et arbitraires. Alors, est-ce que une opération qui conduit à aider la perpétration de meurtres, de crimes, est légitime? Est-ce que c'est légitime de classer défense la dérive d'une opération terroriste? C'est un débat ouvert, mais dont le public, les parlementaires sont privés précisément parce que c'est secret défense. Et que même les parlementaires qui demandent à avoir ce débat-là, on leur refuse. Donc le problème, il est là, où le secret défense est un totem absolu, intouchable, et les seules personnes qui mettent le tampon ont le droit on juge si c'est nécessaire ou pas. Et un ambassadeur me disait, nous, quand on veut que la note soit lue, en haut, on met confidentiel défense, comme ça lui donne un peu d'importance, alors que c'est des trucs qui n'ont parfois aucune mesure de secret, qui ne protège absolument pas des intérêts fondamentaux de la nation. Donc, il faut un peu désacraliser ce concept de secret défense et de voir qu'est-ce qu'il recouvre. Effectivement, quand il s'agit de mettre en danger des gens, des opérations militaires, etc., ou de sauvetage d'otages, par exemple, c'est dangereux et l'État a le droit de se défendre contre ça, contre ces attaques. Mais quand le secret défense a été dévoyé de son origine, eh bien, il devient illégitime, et donc la publication devient légitime. Le droit à l'information est un droit tout à fait, en plus consacré aussi dans la loi. Et donc là, les mesures d'espionnage, l'utilisation des mesures antiterroristes ont été totalement disproportionnées et relativement inédites en France sur ce terrain-là. Je ne sais pas si ça répond à peu près à votre question. Une autre question. Est-ce que vous pensez que les services de renseignement égyptiens ont contacté la DGSI et les services français pour enquêter sur vous? Ou vous pensez que c'est la DGSI d'initiative, avec des personnes au plus haut sommet de l'État, qui ont enquêté sur vous et qui ont mis la pression pour faire plaisir aux Égyptiens? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout comment ils ont travaillé, puisque c'est pas dans la procédure à laquelle j'ai accès. Je sais, pour avoir été journaliste pendant 5 ans en Égypte, qu'il y a des échanges denses, alors du coup pas entre la DGSI, mais entre la DGSE et le renseignement égyptien. D'ailleurs, on a publié un document de la DGSE française sur l'Égypte, qui dit que les Égyptiens n'ont pas du tout envie de faire de la lutte antiterroriste, que ce n'est pas leur priorité et que ce sont des mauvais partenaires. Et donc, je ne sais pas si du coup ils sont devenus des bons partenaires dans mon affaire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au moins à l'époque où j'étais journaliste, la lutte antiterroriste n'intéressait absolument pas la dictature. Il y avait eu un foyer terroriste, une branche de Daesh dans le Sinaï, et ils refusaient que la France les aide à surveiller cette zone-là. C'était parce que, en plus, par ailleurs, ils bombardaient allègrement des civils. C'était une zone de non-droit total. Alors, je ne sais pas s'ils voulaient se préserver de quelque chose, mais en tout cas, c'était clair pour les diplomaties étrangères occidentales que
la lutte antiterroriste n'était pas un sujet. Et quand la France demandait de la coopération sur des affaires communes, il y avait des Français qui venaient parfois au Caire pour se former, pour essayer de rejoindre des groupes radicaux. Il n'y avait pas énormément d'entraide. Donc peut-être que ça a évolué depuis, je ne sais pas. Les directeurs de DGSE et renseignement intérieur se rencontraient assez régulièrement, mais ça ne veut pas dire que dans les faits, il y avait une coopération très étroite. Donc voilà, je ne sais pas. Merci. Bonsoir. Vous avez parlé des régressions législatives au niveau français, mais est-ce que vos enquêtes ont suscité des avancées, tout ce qui est commission d'enquête parlementaire ou des choses comme ça? Ou est-ce que vous pensez qu'une majorité de partis ou de politiques se protègent aussi entre eux, l'exécutif et le législatif combiné, et qu'il y a une omerta, ou est-ce qu'il y a des avancées aussi positives? On a continué à enquêter sur les ventes d'armes, et notamment les dernières enquêtes sur lesquelles j'ai travaillé, c'était les ventes d'armes à Israël, et qui ont fait, pour le coup, beaucoup couler d'encre en France, qui ont déclenché des manifestations devant une usine d'armement à Marseille. Il n'y a pas encore eu de commission d'enquête. Toutes les commissions d'enquête sur ce sujet-là ont été retoquées en France. Parce que la majorité s'y oppose toujours. Mais en revanche, je pense que ça peut être mis au crédit de Disclose en partie, parce qu'il y a plein d'autres ONG qui travaillent sur le sujet, mais il y a une commission d'évaluation des exportations d'armement qui vient de se mettre en place là en janvier-février de cette année, et c'est une conséquence. Ça fait. C'était quand son rapport? C'était en 2020, oui. Donc ça fait près de 4 ans qu'un député avait fait un rapport pour proposer la mise en place de cette commission. Elle a finalement eu lieu. Elle a des pouvoirs très très réduits, mais c'est un des débouchés, des impacts des enquêtes de Disclose. Et le sujet des ventes d'armes, qui n'était pas vraiment une question publique, un débat public, il y a encore quelques années, l'est devenu un peu plus avec la guerre au Yémen, et il est devenu vraiment encore plus avec la guerre en Palestine, à Gaza. Et là, il y a vraiment une mobilisation de la société civile, des syndicats. Par exemple, ma dernière enquête, c'était sur les ventes d'armes de Thales, qui vend des composants pour les drones. Un syndicat, la CGT à Thales, a demandé la fin de ces ventes d'armes à Israël et un droit de retrait éthique pour les salariés qui refusent de travailler sur ces programmes. Ce n'est pas des programmes majeurs du tout. Mais c'est des petits contrats qui permettent de maintenir un lien avec l'industrie de défense israélienne. Bonsoir, merci beaucoup. J'avais juste une petite question, c'était par rapport aux personnes qui donnent des informations. Est-ce que vous avez vu au fil des dernières années une tendance à ne plus vouloir donner des informations aux médias? Et si oui, et sinon, quelle est la motivation de ces personnes? Parce qu'elles se mettent elles-mêmes en danger, a priori, et elles déforcent, d'une certaine manière, ou délégitimisent leur institution ou leur entreprise. J'ai pas une très longue carrière, ça fait que 14 ans que je suis journaliste, donc je pourrais pas vous faire un panorama historique de comment c'était il y a 30 ans. Moi, j'ai plutôt le sentiment inverse, qu'il y a plus de personnes qui viennent voir les journalistes et les médias, aussi parce que le paysage des médias d'investigation s'est multiplié. Fragmenté aussi. Avant, il y avait des grandes émissions de télé d'investigation. Aujourd'hui, il y en a un peu moins. Mais il y a plein de petits médias d'investigation, y compris localement. Ici, je crois que vous avez Médor, par exemple. Mais tout un tas de médias qui n'existaient pas il y a 10-15 ans. Et donc, il y a un débouché
qui s'est créé. Et nous, on le voit à chaque enquête qu'on fait, eh ben, on a des gens qui viennent nous voir, nous disent « Ah, j'ai des infos sur cette entreprise-là ». Donc, en fait, chaque enquête suscite des vocations. Et donc, on a des lanceuses et des lanceurs d'alerte qui viennent nous parler, d'autant plus qu'on fait des révélations. Je crois que c'est Fabrice Arfi qui disait qu'on ne prête qu'aux riches. Bah voilà, plus vous faites des révélations et plus des gens qui ont des informations d'intérêt public viennent vous voir. Donc ça vous encourage à continuer. Et puis peut-être que ces gens se disent aussi « Ah, bah il y a des médias qui sont rigoureux et qui osent aller sur ce terrain-là. » Donc ça leur donne confiance. Par ailleurs, j'ai fait un podcast aussi sur les lanceuses et lanceurs d'alerte, justement parce que je me posais un peu la question que vous posez, mais comment ils font ? Comment ils font pour avoir ce courage-là de désobéir à des ordres, de désobéir à un secret, à des clauses de confidentialité que leur impose leur entreprise ? Comment ces gens passent le pas ? Et en fait, donc j'ai rencontré plein de lanceuses et lanceurs d'alerte dans des domaines très différents, la police, des associations patronales, des abattoirs. Et en fait, leur réponse, elle est très simple. Moi, je me faisais des nœuds au cerveau, je disais oui, mais les risques et tout ça. En fait, pour ces personnes-là, c'est une question, c'est même pas un choix, elles sont témoins de quelque chose, d'une injustice, de quelque chose de fondamentalement illégal, contraire à leurs principes, et donc de poursuivre leur activité comme si de rien n'était, c'est se faire tellement violence qu'il faut trouver une solution, et la solution, parfois, ça va être de saisir, d'appeler un média pour essayer de rétablir la situation, de mettre fin à un problème qu'ils ont identifié. Parfois, ça va être simplement de déposer plainte à l'autorité anticorruption, de saisir le défenseur des droits. Il y a plusieurs canaux possibles. Un lanceur d'alerte, c'est pas forcément quelqu'un qu'on vous rencontre dans un parking sombre et qui vous remet des tomes de documents comme au Watergate, mais ça peut être tout simplement quelqu'un qui se tourne vers une ONG de défense des animaux. Et donc en fait, c'est juste une question, c'est des gens qui ont une éthique profondément ancrée et qui refusent d'être complices d'un système qu'ils ne supportent plus, en fait. C'est presque une question de cohérence psychologique. Et alors, après, le problème, c'est que, du coup, c'est presque un geste spontané. Et le problème, c'est que souvent, elles n'anticipent pas, justement, comme vous et moi, on est tout le temps à se dire « mais qu'est-ce qui va se passer si je fais ci, ça, je vais te virer, etc. Je vais aller en garde à vue. » Ces personnes-là n'anticipent pas forcément beaucoup les risques et se disent « bon, je vais faire ça et les choses vont se rétablir, puisque je suis de bonne foi. » Et en fait, le problème, c'est que les rapports de force dans la société ne donnent pas forcément raison à la personne qui plaide la justice, et la hiérarchie va soit les mettre au placard, les harceler, les virer, ou plus grave, comme ce qui s'est passé, ça peut aller jusqu'à la prison ou une procédure en justice. Et donc aujourd'hui, il y a un enjeu vraiment très important pour les associations et les journalistes à bien connaître les risques et informer aussi les gens qui viennent les voir, leur dire voilà ce qui risque de se passer, donc il faut s'y préparer, il faut avoir un conseil juridique, il faut faire en sorte de protéger vos outils numériques, etc. Et donc il y a la maison des lanceurs d'alerte en France, mais qui peut servir pour tous les pays francophones, qui a lancé un guide justement à destination des lanceurs d'alerte et des journalistes pour aider à que cette relation se fasse dans les meilleures conditions et que le lanceur d'alerte ne tombe pas de très haut après la publication. Est-ce que vous avez pu dénombrer le nombre de morts pour lesquels en fait, des renseignements français ont été utilisés
par l'armée égyptienne lors des bombardements de ces fameux contrebandiers qui franchissaient la frontière entre la Libye et l'Égypte, la frontière ouest de l'Égypte. Alors, on a un rapport de la DRM, la Direction du renseignement militaire, qui dit qu'en un an, entre 2016 et 2017, les renseignements français ont permis d'intercepter et détruire 1000 pick-up. Donc 1000 pick-up, c'est au moins un chauffeur, et parfois, souvent, ils sont deux. Donc, après, les frappes ne détruisent pas forcément toujours le convoi en entier. Ça peut être. Moi, j'ai rencontré des victimes qui ont été blessées, par exemple, qui n'ont pas été tuées. Mais en tout cas, on peut estimer qu'il y a au moins plusieurs centaines de victimes dues à ces renseignements. Au moins la première année de l'opération, mais comme elle a continué au moins jusqu'en 2022, ça se compte potentiellement encore beaucoup plus. Nous, ce qu'on a pu retracer à partir des rapports, c'est qu'il y a au moins 16, on a retracé au moins 16 frappes où là, on a pu identifier vraiment qu'il y avait une transmission d'informations et que la frappe, ensuite, le bombardement allait détruire un pick-up après 2017. Mais voilà, il y a ce document de la DRM qui parle de 1000 pick-up, quoi. Entre 2016 et 2022. 2016 et 2017, ouais. Ah oui, en un an. En un an, ouais. Donc si on extrapole. Si on extrapole, voilà, nous, on a fait une hypothèse conservatoire en se disant qu'on n'a que ce document-là pour affirmer qu'il y a 1000 pick-up de détruits. Donc on a dit qu'il y a plusieurs centaines de morts qui ont été dues à ces renseignements. Mais le président Sisi, dans ses déclarations publiques, se vante d'avoir tué 40 000 détruit et tué 40 000 trafiquants. C'était, je crois, jusqu'en 2020. Donc après, en Égypte, ils ont tendance à grossir les chiffres. Donc c'est difficile de le prendre au pied de la lettre, mais on peut dire de manière assez sûre quelques centaines de personnes à minima. Bonsoir. Vous semblez constater qu'il y a une augmentation des petits embêtements qui sont faits aux journalistes ces X dernières années. Vous pensez que c'est dû à quoi ? Pardon, j'ai pas entendu. Une augmentation de quoi ? Des petits ennuis qu'on fait aux journalistes. Ah oui, des petits ennuis. C'est dû à quoi ? C'est dû à cette loi en tout cas en France, c'est dû à cette loi de 2010 qui a ouvert une brèche énorme et permis aux services de renseignement, aux services de police de porter atteinte à la protection des sources, donc soit en les convoquant à la DGSI quand il y avait en la convoquant au commissariat ou à la DGSI quand il y avait un papier, un article dont les autorités voulaient connaître les sources. Donc cette loi a été une catastrophe et on en paye encore aujourd'hui les pots cassés. Et puis ensuite, il y a la pratique du pouvoir sous François Hollande et qui s'est encore durci sous Emmanuel Macron, où il y a une défiance, c'est ce dont on parlait au début de la conférence, il y a une défiance du pouvoir actuel, du pouvoir exécutif actuel vis-à-vis de la presse et qui se traduit par une série de déclarations et d'actions pour écarter les journalistes de l'activité du pouvoir, de la couverture du pouvoir. Donc les journalistes, même dans le travail quotidien, ont de moins en moins accès aux réunions, aux déplacements politiques, par exemple aux déplacements ministériels ou présidentiels. La presse présidentielle, donc tous les correspondants nationaux et internationaux, sont de plus en plus mis à l'écart. Et donc il y a un journaliste ou parfois juste un communicant qui est autorisé à prendre en photo, à filmer. Donc toutes les petites scènes que vous voyez de liesse, ça ressemble un peu aux scènes de Macron au Caire, dans une dictature où tout le monde est joyeux, il y a des petits drapeaux et on s'esclave, etc. Parce qu'il n'y a aucun journaliste indépendant pour filmer le contre-champ.
Donc il y a cette pratique-là aussi qui favorise pas une démocratie vivante. Dans un contexte européen en plus libéral. Oui, et c'est vrai que je ne sais pas qui. Enfin, c'est difficile qui est la poule, la poule, mais c'est vrai que peut-être que la France globalement, hein, les autorités françaises se sentent toujours comme le phare de la liberté de la presse, le phare des droits humains dans le monde et en particulier en Europe. Ils font partie, par exemple, au niveau du Conseil de l'Europe, du groupe des amis de la liberté de la presse, alors que c'est le pays qui a arrêté le plus de journalistes ces dernières années dans des manifestations. Mais peut-être que de voir que d'autres pays, la liberté de la presse est attaquée avec une telle violence en Hongrie ou aussi il y a quelques années en Pologne ou même actuellement en République tchèque, peut-être que du coup ils se disent chez nous c'est pas si grave, regardez ce qui se passe ailleurs, et c'est un peu le discours que nous tiennent parfois les autorités, dire mais pourquoi vous protestez, regardez ailleurs, regardez dans tel pays, la situation est beaucoup plus grave, le service public est complètement sous la coupe des autorités publiques, donc ça leur permet d'apparaître moins liberticide, peut-être. En tout cas, c'est dans des échanges informels que les ONG ont avec le ministère de l'Intérieur ou de la Défense, c'est ce qui peut ressortir. Mais en tout cas, sur le terrain du lobbying européen, la France est vue par ses partenaires depuis quelques années comme les fers de lance de la vision ultra-sécuritaire, et à chaque négociation de texte européen ces dernières années, il milite pour inclure une dérogation au nom de la sécurité nationale. Donc dès que l'Union européenne veut garantir des nouveaux droits, par exemple sur l'intelligence artificielle, faire en sorte que la reconnaissance faciale ne soit pas utilisée à tort et à travers, la France intervient pour dire « mais non, on en a quand même besoin, je veux une dérogation au nom de la sécurité nationale ». Quand l'Union européenne veut une loi sur la liberté des médias, la France intervient pour dire « non, j'ai besoin de pouvoir espionner des journalistes au cas où ma sécurité nationale est menacée ». Et là, qui trouve dans leur camp la Hongrie de Orban, qui dénonce le lundi comme étant un État illibéral. Donc il y a parfois un petit manque de cohérence aussi entre le discours et les actions au niveau européen de la France. Oui. Vous avez parlé d'une ONG à laquelle vous étiez adossé. Moi, je me pose la question du financement de vos enquêtes. Donc comment est-ce que Disclose finance ces enquêtes, d'où vient l'argent qui permet de payer les 6 journalistes? Parce que c'est le nerf de la guerre, évidemment. Ah oui, je ne vous le fais pas dire. Eh bien, ce sont vos dons. La première ressource de Disclose, ce sont les dons des gens qui font des dons, soit ponctuels, soit par mois, pour assurer effectivement le financement des enquêtes. On a aussi des fondations philanthropiques qui soutiennent le journalisme ou la démocratie, mais c'est surtout des fondations qui soutiennent des médias indépendants. Par exemple, le Journalism Fund, qui est un fonds qui est principalement alimenté par l'Union européenne, et des fondations philanthropiques aussi, et qui donne des bourses pour des enquêtes particulières. Par exemple, on a un projet d'enquête sur l'environnement ou sur une industrie à cheval sur deux pays. On va candidater à cette bourse-là pour financer une partie. Voilà. Mais effectivement, on n'a pas de publicité, on n'a pas d'actionnaire, donc il faut trouver un autre moyen. Et donc c'est une sorte de mécénat à la fois de fondation et de mécénat du public. Et parce qu'effectivement, on n'a pas d'abonnement. En fait, donc, il y a la loi de 2010 en France, qui est la loi censée renforcer la protection sur le secret des sources. Mais cette loi-là a prévu des exceptions. Et ces exceptions-là
permettent à un juge, à une juge, de porter atteinte au secret des sources et donc d'utiliser des moyens de police, des moyens de justice, des moyens d'espionnage pour trouver les sources, même quand la journaliste refuse ou ne souhaite pas donner ces sources-là. Alors, la loi a quand même un petit peu encadré cette entaille sévère dans la liberté de la presse, a dit il faut que ces mesures de police soient proportionnées et nécessaires. Donc il faut quand même avoir une raison un peu sérieuse de vouloir savoir qui a informé des médias. Voilà. Mais sauf qu'il n'y a aucun délit d'abus. Si jamais une juge ou un policier porte atteinte, comme ce qui s'est passé avec la journaliste qui a été placée en garde à vue juste parce qu'elle filmait une manifestation, eh ben, elle ne peut pas porter plainte. Elle ne peut pas porter plainte pour violation du secret des sources. Ce délit n'existe pas. Donc il y a une exception, mais qui n'autorise aucun recours pour les journalistes. L'avantage, l'intérêt de cette garde à vue, c'est que ça a créé une mobilisation, un émoi très fort dans la profession journalistique et même au-delà. Et donc du coup, un certain nombre de journalistes se sont rassemblés et ont créé cet observatoire. Qui va publier un rapport cette année ou en fin d'année pour mesurer l'état amoindri ou non de la liberté de la presse, mais au moins en tout cas de pouvoir poser un diagnostic et de dire bon là il faut vraiment qu'on agisse là-dessus. Ensuite, nous, on a mené une campagne auprès du gouvernement, des ministères, où on a rencontré le Premier ministre, enfin les services du Premier ministre et les différents ministères concernés pour réclamer une réforme de cette loi-là. Donc bon, pour le moment, c'est dans les eaux troubles du gouvernement. La ministre a promis une réforme, mais bon, on n'a toujours pas le brouillon de cette réforme-là, donc ça n'avance pas beaucoup. Mais c'est devenu beaucoup plus un sujet dont on parle aujourd'hui publiquement. Il y a 2 ans, faire une conférence là-dessus, ça paraissait inimaginable en France et c'était pas du tout un sujet d'intérêt, quoi. Donc aujourd'hui, on a réussi à en faire un petit peu un débat public et un sujet de mobilisation aussi pour des parlementaires. Maintenant, c'est très très loin d'être la priorité du gouvernement actuel, qui sera peut-être même pas en poste dans les prochains mois. Donc voilà, pour le moment, c'est le début de la bataille, quoi. Je voulais vous demander où est-ce que vous situerez l'intérêt du gouvernement français à perpétuer l'opération Sirli, si ce n'est en contrepartie un accord économique de vente d'armes avantageux? Est-ce que c'est ça le seul intérêt du gouvernement? C'était l'intérêt pour initier cette opération, parce que c'était au moment où la France venait de sécuriser un très gros contrat, donc la vente de Rafale, et était en négociation pour d'autres ventes d'armes, des satellites, mais aussi des navires de guerre. À la suite pendant la poursuite de cette opération, il y a eu un deuxième contrat de Rafale, de mémoire, c'était en 2020, une trentaine d'autres Rafales. Peut-être qu'il y a de nouvelles négociations en cours. En tout cas, il y a quelque chose qui était très important pour les Français, et ils l'écrivent dans leur rapport: il ne faut pas créer d'irritants avec le dictateur, enfin, ils ne le disent pas comme ça, mais le maréchal Sissi, parce que c'est notre meilleur client, c'est notre meilleure opportunité. Et en plus, l'avantage d'une dictature, comme celle égyptienne, c'est que quand ils disent oui, ça va très vite. Il suffit de piocher, hop, dans leur caisse noire. L'armée égyptienne a une énorme caisse noire et ils payent très, très rapidement, en plus avec le soutien des Émirats, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres pays plus démocratiques comme l'Inde, par exemple, où il y a eu des débats très longs pour vendre le Rafale, et en plus des commissions d'enquête sur la potentielle corruption, etc. Donc l'avantage d'une dictature, c'est qu'il suffit d'une relation en one-to-one avec le chef et c'est très vite réglé, quoi. Donc c'est parfait pour une relation commerciale. Aujourd'hui,
Encore une fois, je ne sais pas si l'opération continue dans les conditions dans lesquelles on l'a révélée. On a des raisons légitimes de penser qu'elle continue, parce qu'il n'y a pas de raison de l'arrêter. Après, peut-être que l'Égypte a acheté des avions pour mener elle-même cette opération. Je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, l'intérêt que perçoit la France, c'est de garder une relation dense avec l'Égypte, et en particulier en ce moment avec la guerre à Gaza, où l'Égypte reste un interlocuteur important dans les négociations, le cessez-le-feu avec Israël et le Hamas. Disclose est un des tout premiers médias en France, à ma connaissance, à avoir publié un rapport d'impact. Est-ce que tu peux expliquer quels sont les indicateurs que vous retenez pour témoigner de votre impact sur la société, et pour quelles raisons vous faites ça? Oui, c'est vrai qu'en fait, sur notre site internet, on ne mesure pas l'audience. Donc on ne sait pas du tout combien de gens viennent nous lire. Notre seule mesure d'audience, c'est les gens qui sont inscrits à nos newsletters. Donc on en a 3. Une qui va résumer nos enquêtes, une qui va raconter des enquêtes sur l'environnement qui sont faites par d'autres, c'est Planète Investigation, et une autre newsletter qui est sur l'impact, justement, qui va être finalisée le mois prochain. Et donc on va revenir sur des enquêtes, les conséquences qu'ont eues, les répercussions qu'ont eues des enquêtes dans la société. Donc on le mesure par 4 ou 5 facteurs. Le premier facteur, c'est l'impact médiatique. C'est à quel point l'enquête ne fait pas juste une reprise par notre propre média, mais à quel point d'autres médias vont s'en emparer, vont nous interviewer, et ça va se diffuser sur d'autres canaux que le nôtre. Donc ça, c'est notre impact principal en général, puisque justement on fait des partenariats avec d'autres médias. Ensuite, il y a l'impact judiciaire. Est-ce qu'il y a une plainte? Est-ce que des ONG vont porter plainte? Donc, par exemple, dans le cas de l'opération Sirli, des ONG ont porté plainte. Dans quel autre cas il y a eu des plaintes? C'est surtout sur les ventes d'armes, sur des enquêtes environnementales où ça a déclenché des enquêtes aussi judiciaires. Il peut y avoir aussi des impacts, ce qu'on appelle société civile ou publique. Donc ça va être des pétitions, des actions syndicales, des lettres, tout ce qui est action par la société civile, ou parfois donc des manifestations. Et institutionnel, un impact institutionnel. Donc c'est quand, par exemple, il y a une commission d'enquête, ou que et ça on l'a vu surtout dans nos enquêtes sur les violences sexuelles, où il y a un impact sur la loi, où des parlementaires vont s'en emparer pour faire évoluer la loi et corriger une faille, un manque de contrôle qu'on avait identifié, par exemple dans le sport, dans les clubs de sport. On s'était rendu compte qu'il n'y avait aucun contrôle des antécédents judiciaires des entraîneurs. Donc on pouvait être une personne condamnée pour agression sexuelle ou viol et entraîner des enfants, des mineurs, sans contrôler. Ça a changé suite à notre enquête, et suite aussi à des prises de parole d'anciennes athlètes françaises assez connues. Donc c'est ça, institutionnel, judiciaire, public, médiatique. Et l'année dernière, notre rapport, on a calculé à peu près 560 impacts pour une vingtaine d'enquêtes, quoi. Parce que l'idée, c'est pas de se jeter des fleurs, c'est pas juste de dire on a fait bouger un peu les choses. C'est aussi de dire si on ne fait que révéler des informations assez déprimantes, des injustices, etc., ça crée un sentiment d'impuissance dans le public. On se dit encore un drame, encore une entreprise qui ne respecte pas les lois, etc. Et si on ne suit pas ce qui se passe derrière, ça crée une frustration chez nous, mais aussi chez le public qui, du coup, in fine, va potentiellement se détourner aussi de nous, des médias. Et donc c'est crucial aussi de montrer qu'on ne fait pas ça juste pour l'amour du scoop, mais d'ailleurs on ne le fait pas pour l'amour du scoop, mais pour ce que ça peut, ce qu'on espère que ça puisse créer ensuite dans la société, et donc de donner des outils de mobilisation
à la société civile. Donc nous, quand nos visuels, nos enquêtes sont reprises par des ONG, ça fait partie c'est une récompense, quoi, beaucoup plus que on a eu 15 000 clics qu'on ne compte pas, de toute façon. En fin de compte, vous êtes un service public privé. Ouais, mais je pense que tous les journalistes font œuvre de service public. En fait, on a un recours pour le public. Et donc qu'on travaille dans un média privé ou public ou indépendant ou associatif, etc., on est une forme de service public rendu, un service public de l'information. Les gens qui n'ont pas accès à cette information, on leur donne et on le vérifie, on le passe à la moulinette de notre expertise professionnelle pour rendre une information intelligible et parfois que d'autres pouvoirs veulent cacher du public. Donc oui, je souscris tout à fait à cette définition. C'est une vision très anglo-saxonne en fait du journalisme d'investigation, qui se présente comme un intermédiaire entre le corps social et les pouvoirs économiques, financiers, politiques, pour justement faire la lumière sur. Et c'est pas forcément une vision qui est. Alors c'est une vision qui est en train d'imprégner le journalisme français aujourd'hui. On sent que ça fait boule de neige, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, très peu de journalistes, très peu de médias. On va se jeter des fleurs pour le coup, mais c'est le premier média à parler d'impact en France. Aujourd'hui, d'autres médias, y compris Mediapart, en parlaient assez peu. Pourtant, ils ont fait effectivement des enquêtes retentissantes qui ont eu des impacts incroyables, comme le procès actuellement de Sarkozy. Mais il y avait peut-être un sentiment d'humilité, une volonté de ne pas de ne pas se vanter de son travail, mais pour nous, ça fait partie de notre travail, quoi. C'est pas un truc, c'est pas de la gloriole, quoi. C'est vraiment, c'est au cœur de notre mission, et c'est pour ça que moi, quand je commence une enquête, on réfléchit, ok, comment on va pouvoir associer la société civile, y compris même en amont de l'enquête. Moi, je vais appeler des ONG. Pour dire, là, on a un gros sujet, c'est dans votre domaine. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir vous en servir pour vos actions, pour sensibiliser sur telle chose? Est-ce que vous voyez une action judiciaire possible, etc. Donc, il faut garder la bonne distance entre les deux pour pas être des coproducteurs d'informations, mais effectivement des éléments en coordination, quoi. Oui, donc c'est comment dire, la dimension militante du journalisme qui revient sur le devant de la scène. Ça a souvent été masqué, caché, tu ces 10, 15, 20 dernières années, parce que considéré comme violant la neutralité soi-disant nécessaire des médias. C'est quelque chose qu'un journaliste américain comme Mark Lee Hunter recommande. Moi, au début, ça me choquait un petit peu de passer le cap, d'être journaliste et de mettre en scène en fait ses propres révélations en contactant des ONG qui pourraient avoir un intérêt. Mais en même temps, quand on rejoint cette vision de service public que rend la presse à la société, ça prend tout son sens. Et ça semble assez logique en fait. Oui, après, on n'a pas la vérité. Je comprendrais tout à fait que des journalistes soient en désaccord avec cette vision des choses. Et je pense que la plupart des journalistes français, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, me disent non, mais nous, on est là pour apporter l'information et c'est aux gens de s'en saisir ou pas. C'est pas à nous d'orienter. Bon, moi, j'ai pas cette vision-là parce que j'ai pas envie d'être frustrée. Je fais ce métier-là parce que j'ai pas envie de jeter une bouteille à la mer, quoi. Mais je comprends que des journalistes aient envie d'être un peu en retrait par rapport à la société. Donc effectivement, c'est totalement une prise de position. Et Mark Lee Hunter, qui a fait le manuel de référence sur le journalisme d'investigation, nous, c'est notre manuel de référence. On demande aux journalistes indépendants qui veulent nous proposer des piges de le lire et de calibrer leur pitch sur sa méthode. Et des propositions qui seraient un peu hors de ce format, c'est-à-dire de proposer des enquêtes sous forme d'hypothèses, on ne les prend pas, quoi.
Donc c'est effectivement c'est un type d'investigation. C'est pas la Bible du tout de l'investigation, mais c'est une frange, oui, de l'investigation effectivement très anglo-saxonne. Enfin, je crois que ça se dit pas anglo-saxon, mais voilà, anglaise et américaine, dont on s'est inspiré, quoi. J'en reviens un tout petit peu en arrière, et puis peut-être que Julia aussi au cours des questions, j'en suis presque sûr. Par rapport à l'impact, c'est aussi quelque chose de nécessaire pour votre survie. Il faut convaincre les donateurs que leur argent va être correctement dépensé, va être utile, va générer des dividendes sociétals. Oui, oui. On se rend compte que les newsletters qui marchent ou qui déclenchent le plus de dons, enfin certains, c'est effectivement des newsletters où on va expliquer qu'est-ce qui s'est passé à la suite d'une enquête. Il y a des citoyens qui ont fait une pétition, une manifestation, qui ont réclamé des comptes à l'assureur AXA qui finance des énergies fossiles alors que leur communication est toute belle, toute propre. Donc c'est vrai qu'il y a une demande très forte du public. Après, il y a aussi une demande toute simple d'être informé. On est surpris aussi chaque année quand on fait les questionnaires un peu de qu'est-ce que vous voulez plus ou moins chaque année. Et une des premières demandes en fait des gens qui sont abonnés à Disclose, c'est juste d'avoir accès à une information qu'il n'y a pas ailleurs. Déjà, c'est leur première exigence. Et ensuite vient effectivement que l'info crée quelque chose qui est de l'impact. Mais je pense que c'est d'abord quelque chose pour lutter contre la démobilisation que peut provoquer la surobésité d'informations, la surproduction d'informations, de se dire il y a quelques informations qui créent quelque chose dans la société, qui sont utilisées dans la société. Et ça permet de remobiliser, de dynamiser un peu une démocratie qui se sent impuissante face à des menaces de plus en plus fortes et organisées de pouvoirs d'extrême droite ou tout simplement privés, d'entreprises privées qui visent leur propre intérêt, mais pas spécialement un débat démocratique sain et pluraliste, quoi. Donc oui, il y a un objectif, oui, effectivement, de ne pas perdre nos lecteurs, en fait. Si on leur envoie que des trucs négatifs, ils vont tous partir, quoi. Donc oui, je pense que c'est ça aussi, oui. Peut-être il y a un objectif un peu opportuniste. Moi, je voulais rebondir sur la question de monsieur tout à l'heure sur les sources. Est-ce qu'on a peur de ne plus avoir de sources ou de moins en moins avec ce genre de procédure ? Et est-ce qu'au final, on n'a pas aussi une extension du domaine de l'investigation, finalement, ces dernières années, où on n'est plus seulement sur des scandales politico-judiciaires ou politico-financiers, on va avoir certains types de sources ou de lanceurs d'alerte assez précis, et maintenant on se permet de faire de l'investigation un peu sur tous les sujets, évidemment sur les violences sexistes et sexuelles, sur l'environnement, dans la culture, on va brasser un panel de sujets, de thèmes et de lieux d'investigation beaucoup plus larges. Peut-être qu'il y a d'autres gens du coup à qui on n'aurait pas parlé forcément, mais qui sont peut-être plus légitimes ou qui sont peut-être plus écoutés pour parler et révéler ce qu'ils savent. Oui, toutes les questions sociales, effectivement, violences sexuelles ont émergé ces quelques dernières années. Moi, j'ai commencé ma carrière à Europe 1, radio nationale française privée, qui aujourd'hui a été rachetée par Bolloré. Mais à l'époque, c'était au moment du procès DSK, etc., les questions de violences sexuelles, c'était même pas un sujet. C'était même pas un sujet d'investigation. C'était même pas un sujet. C'était de la vie privée. Et donc, on avait plein d'histoires. Parce que les journalistes politiques revenaient tous les jours avec des histoires d'agressions sexuelles, de viols, de machin, enfin, en tout cas de harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle. Mais pour eux, c'était quelque chose dont on discutait à la cantine, mais qui ne faisait pas un sujet. Et ça a été une de nos premières campagnes avec Prenons la Une, de dire, mais en fait, il faut traiter les sujets de violences sexuelles. Alors, à l'époque, on ne disait même pas de violences sexuelles, on disait les violences faites aux femmes, parce que on doit
enquêter sur ces sujets-là aussi. C'est des sujets d'intérêt public. Et c'est pas des questions de vie privée. Donc il y a eu un shift qui s'est fait grâce à Mediapart, en grande partie parce que c'est les premiers à avoir fait une enquête politique sur Denis Baupin, voilà, qui était un élu écologiste de la mairie de Paris, et qui a agressé plusieurs femmes de son parti. Et ensuite, voilà, ça a ouvert la porte ensuite à plein d'autres témoignages. Justement, il y a plein de femmes qui sont venues voir Mediapart. Et aujourd'hui, c'est un flux continu de témoignages de violences sexuelles qui arrivent à Mediapart, à tel point qu'ils ne peuvent pas tout traiter. Après, je pense qu'il y a encore des sujets qui échappent en grande partie, enfin, qui ne sont pas investigués, aussi parce qu'on a une profession homogène d'un point de vue social et racial, et donc il y a plein d'informations qui nous paraissent pas importantes parce qu'on ne les vit pas directement. Et le fait que de plus en plus de journalistes, aussi femmes, soit journalistes d'investigation, ça a légitimé qu'on s'intéresse à ce travail-là, à ces sujets-là. Mais aujourd'hui, en France, en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas en Belgique, mais il me semble avoir vu une étude où c'était à peu près de l'AJB, où c'était à peu près pareil. On est à peu près tous des catégories CSP+, favorisées, la plupart blancs, en tout cas dans les postes de direction, de rédaction en chef de service. Et donc, il y a plein de sujets qui nous échappent, en fait. Parce que les sources, on est l'écho de la société, c'est notre quartier, c'est nos voisins, c'est nos amis, etc. Donc, il y a une partie de la société, je pense, par exemple, sur les violences policières, où on traite un tiers de ce qu'on, même pas de ce qu'on pourrait traiter. Mais ça demande une remise en cause profonde de la profession, quoi. Et l'importance aussi de médias qui font de l'investigation ou de médias d'investigation qui sont à toutes les échelles. Je pense au Bondi Blog, à Street Press, à Mediacité, évidemment, qui vont aller justement faire de l'investigation là où n'iraient pas d'autres médias. Oui. Oui, le Bondi Blog, mais qui a été en difficulté financière il y a quelques mois, parce qu'il a été financé pour le coup en partie par des aides publiques, et qui est un des rares médias fait par des journalistes qui habitent dans les quartiers populaires, dans le 93, qui est la rédaction et à Bondy. Et c'est non seulement la rédaction par des journalistes du quartier, mais en plus, c'est des journalistes qui ont essaimé ensuite, qui ont essaimé dans plein d'autres médias, qui ont été recrutés. C'est devenu une école du journalisme, d'un journalisme de qualité et d'investigation aussi. C'est Faiza Zerwala, c'est ça? Faiza Zerwala, oui, qui en vient et qui était au Bondi Blog, mais pas seulement. Nassira El Moadem aussi, qui l'a dirigé à un moment donné. Voilà, il y a plusieurs journalistes qui ont fait leur classe au Bondi Blog, ouais. Vous pouvez expliquer succinctement ce que c'est le Bondi Blog? Ah oui, vous ne connaissez pas? Oui. Le Bondi Blog, eh bien, ça a été une initiative suisse en France, juste après les émeutes de banlieue, c'était 2005. Oui. Des Suisses, je crois que c'était la RTS, des journalistes suisses ont dit mais c'est quand même dingo, en France, en fait tout le monde, les journalistes envoient des envoyés spéciaux en banlieue. Il n'y a personne qui est vraiment sur le terrain. Alors, c'est un petit peu faux parce qu'il y a quand même un des seuls journaux qui a des correspondants sur place, c'est le Parisien, qui dans chaque département, dans chaque ville, a un journaliste normalement du cru. Mais c'était toujours des journalistes qui ne connaissaient rien à la réalité, qui se rendaient sur place avec des gilets pare-balles, etc. J'exagère un peu, mais parfois comme sur un terrain de guerre, et ce qui de fait parfois pouvait être assez violent, parce qu'il y avait des affrontements, etc.
Mais donc du coup, le Bondi Blog a créé ce journal pour traiter les questions sociales, urbaines, la vie quotidienne, et pas seulement les forces de l'ordre qui affrontent des jeunes en colère en banlieue. Et donc, ils ont formé des centaines de jeunes qui n'étaient pas journalistes à la base. Et donc, c'était un projet associatif au départ qui était éphémère, qui devait durer 1 an. Et puis, en fait, ça a eu tellement de succès que ça a perduré. Et puis, c'est devenu une association. Et les journalistes français ont pris le pouvoir. Et aujourd'hui, les Suisses se sont retirés, quoi. Mais ça reste un peu l'arbre qui cache la forêt, quoi. Parce que, on se dit, mais il y a le Bondi Blog, et donc, les autres rédacs n'avancent pas beaucoup sur le sujet, quoi. Merci, Aïna Vrieux, pour cette soirée. Merci beaucoup à vous, et puis, abonnez-vous à Disclose.